Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. 11h03, nous allons ouvrir le débat. Vous savez que tous les jours, entre 11h et midi, débat sur l'antenne de Sud Radio sur des sujets d'actualité. Cette semaine, faut-il renationaliser le réseau autoroutier français à l'expiration des contrats actuels ou du moins trouver d'autres solutions pour rendre ces réseaux autoroutiers moins chers aux Français? Parce que c'est quand même l'objectif, hein, les péages moins chers, les péages payés par les automobilistes. Il est 11h03 pour nourrir ce débat. Nous avons trois invités, puis vous serez là évidemment, 0826 300 300, vous serez là pour intervenir à tout moment. Alors par ordre d'entrée en lice, si je puis dire, Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, rapporteur de la commission d'enquête sur la régulation et l'évolution des concessions autoroutières. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Votre rapport important, met bien les choses à plat. Nous allons parler de ce rapport évidemment, puis de vos propositions. Maître Rémi Jossaume, qui est avec nous, avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour. Bonjour. Et maître Damien Lempereur, avocat, ex-porte-parole de Debout la France, auteur d'actions dénonçant le racket des usagers suite à la privatisation des sociétés autoroutières. Bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être avec nous tous les trois. Nous allons aussi écouter Félix qui est avec nous, Félix Mathieu. Pourquoi ? Parce que il faut, avant d'ouvrir le débat, faire l'état des lieux du réseau autoroutier français. La plupart des tronçons ont été concédés à des entreprises privées. Racontez-nous. Oui, une vingtaine de concessionnaires se partagent les trois quarts du réseau autoroutier français. Eiffage, ASF, Vinci, Sanef, Abertis, par exemple, des autoroutes concédées. Autrement dit, l'État est toujours propriétaire en tant que tel de l'infrastructure, mais l'exploitation a été confiée au privé, en majorité en 2005-2006, sous les gouvernements Raffarin et Villepin. Quelques portions avaient été privatisées ou concédées dès la fin des années 90 sous Jospin. Des concessions de 20 à 25 ans qui doivent donc arriver à terme en 2031-2036 sur environ 12 000 km d'autoroute. Ça fait donc 9 000 km sous ce régime de la concession. Pour le reste, parmi les portions restées publiques, eh bien certaines sont gratuites. On parle d'une minorité d'autoroutes tout de même. Mais Autoplus, par exemple, a récapitulé si vous empruntez gratuitement l'A20 de Vierzon à Gignac, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers, l'A34 de Reims à la Belgique ou alors l'A84 de Caen à Rennes. Eh bien, par exemple, là, vous roulerez gratuitement. C'est le cas aussi des autoroutes qui contournent les agglomérations parisiennes, toulousaines, lyonnaises ou encore bordelaises. Bien, voilà le point sur les autoroutes françaises. Je garde vos précisions là sous la main. Les tarifs autoroutiers vont augmenter de quasiment 5% à partir d'après-demain, 1er février. Félix, selon le Canard enchaîné, ces autoroutes concédées sont beaucoup plus rentables que prévu. Oui, selon l'hebdomadaire satirique, le ministère de l'économie aurait même étouffé un rapport de l'inspection des finances qui dénonçait cette surrentabilité. Lors de leur privatisation, les autoroutes étaient censées rapporter un peu plus de 7,5% par an selon les projections de l'État. Or, on serait quasiment au double rentabilité de 12%. Alors, pour remédier à cette surrentabilité, selon le Canard enchaîné, les inspecteurs auraient préconisé soit une fin anticipée des concessions, soit une baisse des tarifs de 58-59%, ou alors le prélèvement par l'État de plus de 60% de l'excédent brut d'exploitation. Un rapport qui aurait été enterré, ce qui évidemment rend furieux les oppositions. Est-ce que vous pensez que ce rapport a été enterré? Dites-moi, Vincent Delahaye. Bonjour tout d'abord. Bonjour, oui. Mais... Et effectivement, ce rapport était un rapport qui était destiné à ne pas être rendu public. Il y a comme ça des rapports. Moi, je pense qu'il faudrait que tous les rapports soient rendus publics. S'ils sont payés par les contribuables, par évidemment. Nous, et il n'y a pas de raison que tout le monde ne soit pas au courant. Et pour avoir un bon débat en démocratie, il faut de la transparence. Et de la transparence, ça veut dire qu'on a toutes les données. Et sur ce sujet, on n'a pas toujours toutes les données. Donc, moi, je suis content que l'inspection générale des finances, finalement, ait confirmé les conclusions du rapport du Sénat, puisque le rapport du Sénat concluait à une surrentabilité, notamment pour les deux groupes, parce qu'il y a trois groupes, en fait, trois grands groupes, Vinci, Eiffage et Abertis, les Espagnols. Les Espagnols, c'est ceux qui terminent les premiers en 2031, c'est ceux qui auront atteint globalement la rentabilité de 8% en 2031. Donc,
je dirais qu'il faut les mettre à part. Après, il faut regarder Vinci et Eiffage. Vinci et Eiffage, à peu près, c'est en 2023 qu'ils auront atteint 8%. C'est-à-dire qu'après 2023, tout ce qu'ils vont à partir de gagner 2024 jusqu'en 2036, s'ils font zéro de résultat, ce qu'ils ne feront jamais, ils feront plusieurs milliards, mais s'ils faisaient zéro, ils auraient quand même leur 8% sur la durée du contrat. Voilà le résultat de nos calculs qui sont confirmés par les calculs de l'Inspection générale des finances. Donc c'est quelque chose qui nous a fait conclure qu'il fallait discuter des 30 ou 35 milliards que vous avez cités tout à l'heure, qui sont les profits qui vont se faire après 2023 et 2024, parce que pour donc, entre 2023-24 et 2036, profit estimé entre 30 et 35 milliards d'euros à ce jour, pour ces sociétés qui ont les concessions. C'est le montant dont il faut discuter le partage pour nous, en tout cas, ça nous paraît évident, même si les contrats d'origine sur lesquels s'appuient toujours les concessionnaires, qui sont des contrats qui ont été conclus entre l'État et lui-même. C'était des sociétés d'économie mixte qui étaient contrôlées par l'État. Donc quand vous concluez un contrat avec vous-même, vous le faites plutôt pour la forme que pour le fond. Donc en réalité, ces contrats sont mal ficelés. Ils n'étaient pas adaptés à une concession de service public. Quand on veut faire une bonne concession de service public, il faut un bon contrat et il faut un bon suivi ensuite. Et malheureusement, on n'a pas eu les deux. Bien. Alors, continuez sur ce, parce nous verrons après quelle solution. Bien sûr. Effectivement, il y a la renationalisation qui est l'une des solutions, mais il y a aussi la rediscussion des contrats. Il y a aussi, il y a beaucoup de solutions. Peut-être peut-on aussi limiter la zone de concession. Maître Rémi Jossaume, 30 à 35 milliards d'euros de profit, mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, parce que c'est étant dit qu'une société privée gagne de l'argent. De surprofit. De surprofit. C'est normal, d'une certaine manière. Non, mais que des sociétés privées gagnent de l'argent, c'est normal. Et là, on est en surprofit. Vous savez qu'il y a un gagnant aussi. C'est l'État. C'est l'État. L'État ponctionne quasiment 40% du montant du prix du péage, plus l'ensemble des autres taxes domaniales, etc. En fait, ce que les auditeurs doivent bien comprendre, c'est que ces contrats, ils ont été conclus et que ces sociétés qui gèrent aujourd'hui le réseau autoroutier ne font qu'appliquer le contrat. Oui. Pourquoi cette augmentation Parce qu'ils ont été mal négociés. Du mois de février? Parce qu'effectivement, l'inflation est importante et donc on a un calcul qui se fait en fonction du montant de l'inflation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quelle est l'alternative finalement? Est-ce que vous pensez tous qu'il serait opportun que l'État reprenne en main le réseau autoroutier, sachant qu'aujourd'hui, nous le savons tous, un tiers des accidents de la route, un tiers est lié à une infrastructure routière qui est mauvaise. C'est-à-dire que tout le reste du réseau français, communal, départemental, national, il est géré par l'État, et on voit qu'aujourd'hui, la gestion est mal faite. Bon, donc, qui pourrait faire mieux que les sociétés d'autoroutes? Certainement pas l'État, ça c'est le premier élément. Contractuellement parlant, écoutez, moi je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait partie d'un collectif d'avocats qui, au milieu des années 2010, a, devant le Conseil d'État, dénoncé des renouvellements de contrats. Bon, et on a vu que c'était extrêmement compliqué. Contractuellement, c'est quasiment impossible. Bon, alors, est-ce qu'on renationalise? Est-ce qu'on renégocie les contrats? Est-ce que... toutes les solutions, on va en parler. Juste un point, renégocier les contrats, il faut que les deux parties soient d'accord, c'est le principe. Et puis, l'échéance finalement est assez à court terme. C'est 2031, 2036, la fin des contrats. C'est pas dans 25 ans, c'est dans 7-8 ans. Oui, vous êtes pas demain non plus. Attendez, ce que je veux dire par là... 2031-2036, on n'est jamais qu'en 2023. J'entends bien, mais... 2036, c'est dans 13 ans. Renégocier et casser les contrats, c'est au bas mot 40 milliards. Mais voilà. C'est ça l'investissement qu'il faudra engager. Alors, attendez, parce que là... Oui, alors attendez, là on va ouvrir le débat sur la renégociation des contrats et sur la renationalisation, mais quelques mots, Maître l'Empereur, ça vous choque ces surprofits Mais oui, j'imagine là les auditeurs, ceux qui sont devant leur voiture et ceux qui sont certainement même au péage, Jean-Jacques Bourdin en ce moment, au moment où vous parlez, qui sont en train de payer la dîme, le nouvel, aux nouveaux fermiers généraux que sont les sociétés d'autoroutes et qui écoutent et qui, mon confrère, nous expliquer que tout ça est normal. C'est un scandale. Il paie parce qu'il roule en toute sécurité, il paie aussi parce qu'il roule sur de très bonnes autoroutes. Ce qui ne justifie pas, le préciser. Ce qui est le minimum pour des sociétés à qui on a concédé, puisque c'est une concession de service public, l'exploitation de ces autoroutes, mais ce qui ne justifie en aucun cas, non pas la rentabilité de ces sociétés, mais la surrentabilité. Vous n'avez
pas un business en France ou même en Europe qui génère autant de profits, autant de milliards d'euros que ces sociétés d'autoroutes. Nous sommes sur des taux de rentabilité qui n'existent pas dans l'économie réelle. Et pourquoi elles n'existent pas? Parce qu'en réalité, ces sociétés d'autoroutes, et si on vient sur le juridique, elles sont un monopole. Elles sont dans une situation de monopole sur le trajet qui leur a été concédé par l'État. Et donc, ce qu'elles font en réalité, c'est qu'elles profitent d'un monopole et peut-être même qu'elles abusent de leur position dominante. Donc, non seulement c'est un scandale politique, parce que, et ça d'ailleurs malheureusement c'est devenu très français, vous savez Jean-Jacques Bourdin, c'est l'investissement, c'est les impôts des Français qui créent les infrastructures, et au moment de ramasser les profits, on l'a vu récemment avec la vente des aéroports à des sociétés chinoises, etc. Au moment de ramasser les profits, ce sont des entités privées. Donc non seulement c'est un scandale politique, mais c'est aussi un scandale économique, parce qu'on ne peut pas, juridiquement, on n'a pas le droit d'abuser d'une position dominante. Bien, alors, Vinci fait un geste, je voudrais donner l'information, on l'a rappelé, Vinci fait un geste, blocage des tarifs de 70% des trajets de moins de 30 km, donc ça n'augmentera pas sur ces trajets-là de 4,75, de 50% des trajets de moins de 50 km et des itinéraires de contournement de 35 grandes agglomérations. Bien, c'est un geste sous la pression du gouvernement, j'imagine. Oui. Non mais le ministre, hier, je l'entendais chez un de vos confrères, qui donner à peu près cette explication-là, disant que racheter les contrats, ça coûte très cher. Alors, de deux choses l'une, soit tous les hommes politiques sont des débiles, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on laisse la situation en l'état et que, quelle que soit la couleur politique, on reste dans le même système. Il y en a beaucoup. Ou alors, ça ne fait pas 20 ans qu'on reste en l'état, non, pas du tout. Ou alors, on est conscient que l'État n'est pas capable de prendre en main la gestion. Bon. C'est une idée philosophique. Moi, l'idée qui me convient, c'est de se dire je paye un service parce que je l'utilise. Bon. Ce qui me dérange plus, c'est de payer en tant que contribuable parce que je ne vais pas, ou alors parce que je ne suis pas consommateur du service. Vous voyez? Donc c'est le principe, tout simplement, de l'utilisateur-payeur. Sur le principe, ça me dérange pas. C'est le montant. C'est le montant qui pose problème. Il est contractuel. Le débat est engagé. J'ai une première pause à observer. Il est 11h14. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'appels 0826 300 300 pour intervenir dans cette émission. Et chacun va développer son idée. Que faire? Parce que le plus important maintenant, c'est on a fait le constat. Le constat est là. Il y a des surprofits, les péages sont chers, une augmentation mercredi. Mais que faire pour améliorer les choses? 11h15. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. Le débat est ouvert sur l'antenne de Sud Radio autour des autoroutes en France. Alors, pour nourrir ce débat, je le disais, vous appelez 0826 300 300. Francis est à Sarreguemines, en Moselle, patron d'une entreprise de transport. Merci d'être avec nous, Francis. Et bonjour. Oui, bonjour, oui. Merci vraiment. Alors, Francis, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Nous, en fait, dans le transport, on subit plein fouet l'augmentation qui est de nouveau prévue. Oui. Un voyage pour moi du Nord, un exemple pour aller à Nice, j'ai déjà 221 € de péage hors taxe pour descendre. Donc on rajoute encore 4,7%. En fait, on n'arrive plus à payer tout ça. Et le pire, c'est que nous, dans le transport, on paye une taxe à l'essieu pour les nationales. Et on nous oblige à prendre les autoroutes parce que de plus en plus de routes sont interdites aux poids lourds. Tout le monde veut être livré, acheter des marchandises, mais personne ne veut des camions sur les routes. Donc on nous oblige à prendre des autoroutes et on n'arrête pas de les augmenter sans cesse en fait. Ça fait 10 € de plus pour descendre à Nice, quoi, pour vous. C'est ça. Hors taxe, oui, c'est ça. Ça fait 10 €. Donc, sur déjà 221 €. Alors, à savoir que, vous savez, quand on remonte dessus, en ce moment, les transporteurs ne jouent pas le jeu. Ils nous donnent 70, 72, 80 centimes du kilomètre. Et vous enlevez déjà 221 € de péage, vous enlevez le carburant, vous êtes en perte. On est dans une situation plus possible. C'est pour ça qu'à partir du 2 février, on fait des manifestations. Pour l'instant, on a 3 points. Dans le sud, sur Lyon et dans le nord, puisqu'on... Vous avez un collectif? Vous avez quoi, Francis? Oui, en fait, on a le groupement France TPE, c'est un collectif de petits transporteurs de moins de 20 véhicules. Donc, on a créé une association pour s'entraider entre petits transporteurs. Et là, on s'est mis d'accord pour bloquer 3 points avec des petits transporteurs. Après, d'autres, tout le monde peut nous rejoindre. Mais effectivement, on a dû créer un collectif. On a déjà été reçu par le ministère du Transport. Ils n'ont aucune solution sur les coûts du carburant. Parce que vous savez, le carburant aussi, il a augmenté. En début janvier, il a augmenté la TCE. Bien sûr. Donc nous, on subit le carburant. Maintenant, encore une fois, l'autoroute.
Et puis les camions, ils ont augmenté de 40%. Un camion que j'ai acheté 100 000 € il y a 3 ans, aujourd'hui c'est 140 000, maintenant 147 000 €. Donc, Francis, vous êtes nombreux dans votre collectif là? Vous êtes nombreux? Alors là, on est 220 chefs d'entreprise et on représente un peu plus de 1000 camions. Oui, un peu plus de 1000 camions. Il n'y a pas de camions qui vont manifester le 2, puisque bon, moi j'ai 7 camions, je ne peux pas mettre 7 camions, j'en mets que un, quoi. Bien sûr, non mais je comprends. Francis, oui. Manifester sous quelle forme? Vous allez bloquer, vous allez ouvrir les péages, qu'est-ce que vous allez faire? Alors on va bloquer Saint-Quentin-Falavier, donc on a fait des demandes à la préfecture. Donc normalement, Saint-Quentin-Falavier, ça devrait être le péage. Sur Grance, c'est des zones industrielles. Et dans le nord, logiquement, ça devrait être aussi le péage. En fait, vous savez, on était monté le 2 décembre à Paris, personne n'avait parlé de nous. Et en fait, quand on fait des demandes en préfecture, à chaque fois, les renseignements nous appellent, ils nous disent non, il ne faut pas faire ça, il faut aller là, plutôt là. Donc pour l'instant, on a émis des souhaits là, et on va voir si les renseignements nous demandent de bouger. Mais en tout cas, on fera quelque chose de toute façon. Bien, Vincent Delahaye. Écoutez, j'entends parfaitement. C'est vrai que le carburant, déjà, c'est compliqué. Oui. Ça baisse beaucoup moins vite que ça ne monte. Il y a toujours du retard quand même à l'allumage, je dirais, pour ajuster les prix, parce que le prix du pétrole ont baissé et en fait, on ne le ressent pas à la pompe. Donc, il y a quand même quelque chose de gênant. Alors après, nos avocats vont nous dire que c'est le contrat. C'est vrai qu'ils appliquent le contrat. En fait, le gouvernement n'a absolument rien négocié dans cette... En fait, il n'y a pas de pression de la part du gouvernement. C'est 0,7% de l'inflation. En fait, les dépenses et les charges, parce qu'on a un chef d'entreprise là, devant nous, les charges des sociétés d'autoroutes, c'est 30% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire les péages, c'est 30%. Donc l'inflation, il joue sur ces dépenses-là. Il ne joue pas sur le reste, il ne joue pas sur la marge. Donc on devrait leur compenser les 30%, mais pas les 70%. Mais pas les 70%. Donc, en réalité, c'est beaucoup trop élevé. Et en fait, c'est une augmentation qui va porter jusqu'à la fin des contrats. Parce que bien entendu, elle va s'appliquer chaque année. Oui, parce qu'en plus, il n'y a aucune notification de revoyure. Ah ben bien sûr, il n'y a aucune clause de revoyure. Aucune clause. C'est des contrats de longue durée. C'est des contrats de longue durée sans clause de revoyure. C'est parce que ça a été conclu entre l'État et lui-même et que ça n'a pas été. C'est pas des contrats adaptés du tout aux concessions de services publics. Donc c'est vrai que ces contrats devraient être totalement revus. Ça, moi, j'en suis persuadé. Et il faut faire pression. Et le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est très bien parce que je pense qu'il faut que tout le monde en parle, que les transporteurs aussi puissent s'exprimer, c'est très bien. Je pense que c'est un sujet qu'il ne faut surtout pas enterrer. Alors, quelle solution? On va ouvrir le débat sur les solutions, évidemment. Il y en a plusieurs, je le disais. La première que j'envisage, ensuite nous verrons la renationalisation. La première, c'est le bras de fer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État peut aller au bras de fer avec les sociétés d'autoroutes? C'est possible ou pas? Qui veut répondre? Écoutez, moi, Rémi Josson. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit, il y a un contrat, donc casser un contrat, cela aura des conséquences. Aujourd'hui, l'État ne peut pas aller au bras de fer. Non, c'est impossible. Il peut aller au bras de fer. Moi, je considère qu'avec de la volonté, du courage, on peut y aller. Oui, non, mais on peut avoir de la volonté, du courage, il faut avoir de l'argent aussi. Parce que comme je l'ai dit, ça coûte très cher. L'État, l'argent, c'est des emprunts. Attendez, on emprunte Monsieur le sénateur, au-delà de ce problème-là, imaginez le signal que cela donnerait dans le milieu économique si l'État qui a contractualisé avec un acteur privé viendrait casser un contrat, mais l'État n'est pas une partie. Alors avant de casser le contrat, non mais de sécurité juridique. Avant de casser le contrat, il y a des négociations qui peuvent avoir lieu. Ça, je suis d'accord. On peut essayer de se mettre d'accord sur ce qu'est l'équilibre économique et financier de ces contrats. Ça, je suis d'accord. Parce que c'est une notion juridique qui n'a jamais été définie. En fait, elle est toujours utilisée, mais elle n'est jamais définie au cas d'espèce. Parce que là, on a un cas sur les autoroutes et on ne le définit pas. Nous, au Sénat, on l'a défini. On a considéré qu'avoir atteint les 8% de rentabilité, c'était l'équilibre économique et financier des contrats. Maintenant, si on nous dit qu'on a tort, qu'on nous démontre qu'on a tort, moi, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que je me suis trompé. Mais pour l'instant, personne ne nous dit qu'on a tort, mais personne ne le définit. Alors, est-ce qu'on pourrait renégocier les contrats bien entendu, mais le vice-président du Sénat a raison, c'est une question de volonté politique, après tout. Je pourrais vous expliquer... Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Je pourrais vous expliquer... Pendant de longues minutes, tout à l'heure je vous parlais de l'abus de position dominante, c'est quelque chose qui existe juridiquement. Si l'État devait considérer que ces sociétés, et ça a été jugé déjà par l'autorité de la concurrence notamment, sont en position dominante, et s'il y a un abus, on peut aller devant les tribunaux et on peut expliquer que cet abus, il est anormal et on peut demander une sanction, une amende, et ça serait une façon de mettre la pression pour renégocier les contrats. C'est un aspect. Si les contrats qui ont été conclus,
il y a quand même un droit de la commande publique en France. Oui. S'ils ont été mal ficelés, s'il y a eu, comme le disait François Bayrou à l'époque, une collusion entre des intérêts privés et un pouvoir politique qui, sur cette question des autoroutes, était, selon lui, selon François Bayrou, trop proche. Donc s'il y a eu des contrats qui, pour des raisons X ou Y, ont été mal négociés par l'État, si l'État s'est fait avoir, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, et vous avez devant les tribunaux de commerce dans toute la France, des co-contractants qui ont signé des contrats et qui viennent demander au juge de rétablir l'équilibre dans le contrat, qui viennent expliquer que le contrat a été mal fait, qui viennent demander au juge de défaire le contrat. Pourquoi l'État ne fait pas ce que n'importe quel co-contractant fait dans la vie économique parce que c'est et l'État. dans le droit des affaires. Mais parce que c'est l'État, nous ne sommes pas devant le tribunal de commerce. Mais peu importe, on peut aller devant le Conseil d'État, oui, on mais peut le Conseil d'État s'adresser a déjà tranché la question, confrère, vous le savez. Enfin, je pense que vous avez regardé avant de venir les différentes décisions qui ont été rendues. C'est devenu malheureusement très français de considérer qu'on peut rien faire parce que c'est compliqué. Il suffit qu'à un moment donné, un pouvoir politique fasse un mauvais contrat pour qu'on puisse pas le défaire pendant des années. Je suis en train de vous dire qu'un contrat a été... Je pense qu'on n'a pas mis le couteau sous la gorge de l'État, me semble-t-il, à ce moment-là. Et je ne suis pas l'avocat de l'État. Je suis le premier à vous dire qu'il y a vraisemblablement, effectivement, matière à revoir ou à discuter, il n'y a pas de difficulté. Mais si l'État demain donne le signal que quand ça lui convient plus, il peut casser un contrat, l'État sera un très mauvais contractant. C'est une question de le renégocier. De lui-même décider de baisser mais Jean-Jacques Bourdin, l'État sera poursuivi. L'État sera poursuivi. L'État ne peut pas dire j'impose ce qui... C'est ce qu'avait fait Ségolène Royal en 2015. Royal a décidé unilatéralement de geler les tarifs en 2015 et en réalité on a pris des augmentations ensuite jusqu'en 2023, de 2016 à 2023, plus importantes que ce qu'on aurait subi en fait en 2015. Mais l'État ne peut pas imposer la baisse. L'État peut pas imposer, mais l'État peut vouloir discuter quand même avec les sociétés d'autoroutes, parce que si les sociétés d'autoroutes sentent une réelle volonté de la part du gouvernement de limiter la hausse, comme le gouvernement l'a fait sur d'autres sujets, je pense que il y aurait sans doute une volonté plus que des mesurettes qui ont été annoncées, parce qu'en fait c'est des mesurettes. Personne ne va vous dire combien ça leur coûte. À chaque fois, on nous présente des mesurettes. C'est toujours pareil. En fait, il y a une grosse augmentation et derrière on dit ah ben voilà, on va vous faire quelques petits rabais, mais on ne sait pas combien ça touche et combien ça leur coûte. Donc c'est quand même embêtant. En termes de transparence, c'est gênant. Et moi, à chaque fois que j'ai demandé des chiffres aux sociétés d'autoroutes, ils m'ont toujours dit il y a le secret des affaires. Pas normal. Alors ça, c'est en permanence. Vous ne pouvez rien publier. S'il y a secret des affaires, vous ne publiez rien. Donc nous, on a publié nos propres prévisions qu'on a faites. Vos estimations. Et puis chaque année, on les remet à jour. Et on s'aperçoit qu'en réalité, on était en dessous de la réalité. Et ils gagnent plus que ce qu'on pensait qu'ils allaient gagner. Donc, honnêtement, il y a vraiment un problème de volonté. Je pense que le gouvernement n'a pas pour l'instant cette volonté, même si le ministre m'a promis qu'il y aurait une table ronde sur le sujet en début d'année. Je l'ai vu en novembre, Clément Beaune, et dans mon bureau, il m'a dit on va faire une table ronde et on vous associera à cette table ronde. Donc moi, j'attends toujours la création de cette table ronde. D'accord, il est 11h28. Allez, petite pause et on continue notre débat. Merci à Francis d'être intervenu. On continue notre débat. Allez-y, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons fait état de la situation actuelle, des surprofits réalisés par les sociétés d'autoroutes qui ont les concessions des autoroutes françaises de 9000 km sur les 12 000 km d'autoroutes. Nous avons parlé aussi, évidemment, de l'augmentation des péages. Nous avons parlé... Mais les solutions. Alors, on a commencé à esquisser. Quelle solution? Est-ce qu'il faut... Il y a plusieurs solutions, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, faire pression sur les sociétés d'autoroutes, bon, avec un résultat peut-être mitigé, mais ce serait utile. Nous dit l'un de nos invités, Vincent Delahaye. Il y a d'autres solutions. Il y a renégocier les contrats. Est-ce que c'est possible de renégocier les contrats? Et puis aller jusqu'au bout, c'est-à-dire renationaliser le réseau autoroutier français. Alors, quelle solution? Je vais faire le tour de table. Je commence, Vincent Delahaye. Quelle solution selon vous? Moi, j'aime bien les concessions de services publics quand elles sont bien ficelées avec des bons contrats et un bon suivi. L'État, d'une façon générale, moi je ne le trouve pas très bon gestionnaire. Si vous pouvez me citer, donner des exemples en dehors des impôts de choses qui sont bien gérées par l'État, il n'y en a pas beaucoup. Les radars. Les hôpitaux, non mais les radars c'est concédé au privé, c'est une société privée qui le fait et qui le fait très bien. Donc moi je pense que c'est normal qu'une société gagne bien sa vie. On a des sociétés qui savent bien gérer les autoroutes, quand même globalement, on n'a pas à se plaindre, elles sont compétentes. Maintenant il faut encadrer la rentabilité de ces sociétés et faire en sorte qu'elles gagnent normalement de l'argent, mais pas de façon exagérée. Les contrats sont signés jusqu'en 2031 ou 2036. On ne peut pas renégocier les contrats en cours de route.
on peut renégocier si on veut vraiment faire pression sur les sociétés. Je pense qu'on pourrait, alors il faut l'étudier, mais il faut étudier le fait de saisir le Conseil d'État à nouveau, même s'il s'est déjà prononcé sur un certain nombre de sujets, mais peut-être pas sur l'intérêt général. À partir du moment où on a atteint la rentabilité, on peut considérer que l'intérêt général derrière n'est plus assuré et qu'on pourrait sans doute... Donc saisir le Conseil d'État... Il faut regarder ça juridiquement, ça mérite quand même d'être approfondi, ce que je suis en train de dire, mais si, moi je vais l'approfondir dans les semaines et les mois qui viennent, mais si on peut, je pense que ça mériterait d'être fait. Alors votre solution, Maître Lempereur, vous, c'est clair, il faut absolument renationaliser. Non, je pense que nationaliser, c'était effectivement la position qu'on avait défendue à l'époque quand j'étais sur les péages, parce que Nicolas vous avez raison. Dupont-Aignan a défendu ardemment cette position. Je parlais de François Bayrou, et Nicolas Dupont-Aignan effectivement était très engagé sur cette question des péages, et moi-même j'ai participé à des opérations de blocage, parce que comme citoyen j'étais scandalisé effectivement de voir les prix qui augmentaient sans cesse sans la contrepartie. Nationaliser, ça a un petit côté chiffon rouge. C'est compliqué une nationalisation et j'ai peur qu'on écarte des auditeurs qui vont se dire « Ouh là là, c'est une solution communiste, etc. » Je pense que ce qu'il faut, c'est un vrai service public. Et le service public universel, l'accès à tous du service public, ça peut passer par une concession. C'est-à-dire on demande à un opérateur privé de gérer le service public. Mais il y a une contrepartie dans les concessions de service public. Et notamment qu'on ne se gave pas sur le service public et sur le dos des usagers. Donc en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une concession de service public. C'est pas forcément une nationalisation. Mais alors en 2036 ? Mais non, pas forcément en 2036. Parce que déjà, tous les ans, il y a un arrêté ministériel qui vient fixer le nouveau montant des péages. Pourquoi personne n'attaque jamais cet arrêté ministériel, premièrement? Deuxièmement, l'État, c'est pas un co-contractant comme un autre, entre nous. Moi, cette discussion qu'on a en France à dire l'État a contracté, d'ailleurs avec lui-même, vous avez raison, monsieur le sénateur, on peut plus rien faire, on peut plus bouger, mais imaginez en Allemagne ou aux États-Unis, l'État américain, l'État allemand, qui dirait « je peux rien faire, on m'a signé un contrat il y a quelques années avec des entités privées », mais l'État, la puissance publique, peut renégocier. Parce que sans l'État, qui continue d'ailleurs à investir dans les péages, c'est-à-dire que sur les infrastructures aujourd'hui, qui génèrent autant de milliards de rentabilité, eh bien les départements, les communes parfois, sur les infrastructures, continuent à abonder avec de l'argent public. Au moment de la concession... Non. Quand il y a des travaux sur des autoroutes, aujourd'hui encore, sur des autoroutes privées, vous avez l'État ne finance rien. Entre 2006, monsieur le sénateur, vous regarderez entre 2006 et aujourd'hui, vous avez les collectivités et autre apport public, encore, alors qu'on a donné au privé ces sociétés avec une telle rentabilité, je crois que en ce qui concerne les intérêts d'emprunt, l'État, au moment de la conclusion en 2006 des contrats, a fait un effort sur les intérêts de l'emprunt qu'ont effectuer ces sociétés d'autoroutes pour financer les investissements. Donc, si vous voulez, non seulement c'est des années d'investissement public qui ont été donnés pas cher, en quelque sorte, à ces sociétés, mais aujourd'hui, l'État, avec tout l'environnement, ces autoroutes, elles sont pas nulle part, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Elles sont dans un environnement économique, public. Non, mais bien sûr. Et donc, si vous voulez, là, nécessairement, il y aurait une possibilité de leur mettre la pression. Bien, oui, enfin, mettre la pression. Maître Rémi Jossom, pour vous, non. Pour vous, il y a des contrats qui doivent être respectés, 2031-2036, et là, il faudra renégocier. Oui, parce qu'en réalité, il faut quand même aussi voir la réalité des choses. Nous avons des autoroutes qui sont exceptionnelles. Toute augmentation, évidemment, est toujours difficile, et surtout en ce moment, avec l'ensemble de toutes les augmentations. Et l'auditeur tout à l'heure, transporteur, disait qu'avec son camion, il payait très cher. Ma crainte, moi, évidemment, et elle est partagée par tout le monde, c'est qu'on va désorienter des utilisateurs de l'autoroute vers le réseau secondaire qui est beaucoup plus accidentogène, et je ne veux pas demain que ce soit des professionnels, que ce soit des jeunes, des gens qui n'ont pas les moyens de se financer effectivement un trajet d'autoroute qui est sécurisé. Et c'est le cas aujourd'hui. Que ces personnes-là se désorientent vers d'autres réseaux. Parce que c'est trop cher. Donc là, effectivement, ça pose une difficulté. Mais moi, je vais plus dans le sens de monsieur le sénateur, c'est-à-dire que certainement que le contrat qui a été conclu à l'époque a été mal ficelé. Là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. On le sait, on l'a vu. Bon, maintenant, je dis attention. Vous l'avez dit vous-même, confrère, l'État n'est pas un co-contractant comme les autres. Donc, il a aussi une impulsion économique. Et quel signal il donnerait aux acteurs économiques si, quand ça lui plaît plus, il décide de casser un contrat? Enfin, franchement, on n'a jamais vu ça. Un étatisme. Enfin, écoutez, pour fragiliser toutes les relations économiques, là où je suis d'accord avec vous, c'est
c'est sur le bon entretien des autoroutes et le fait que ces sociétés sont compétentes. Voilà, elles sont compétentes et il y a de la qualité. Simplement parce qu'il y a eu des investissements. Il faut s'assurer que ces investissements vont durer jusqu'à la fin des contrats. Parce que moi, dans les chiffres que j'ai vus, j'avais plutôt vu une baisse des investissements en se rapprochant de la fin des contrats. Parce que rien n'est marqué dans les contrats sur le niveau d'investissement. Si, c'est marqué, pas sur le niveau, mais sur le fait qu'ils doivent rendre des autoroutes en bon état, et comme ils les ont eu. Et bon état, ça veut dire qu'on investit chaque année. Et ça c'est pas forcément garanti. Alors après, sur les contrats, il y a plein de choses à négocier sur les contrats. Donc l'État n'est pas obligé forcément de casser la totalité du contrat si on a en face de nous des personnes qui sont d'accord pour négocier. Et si l'État met vraiment de la pression, la puissance publique, même si c'est pas tout à fait les États-Unis ou l'Allemagne qui était cité en exemple tout à l'heure, mais on a quand même les moyens, le gouvernement a les moyens de demander aux sociétés de réviser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut pas toucher une virgule du contrat sans qu'il se passe quelque chose. Attendez, on va parler de quand même la renationalisation. Pourquoi ? Parce que Jean-François va intervenir juste après la pub. Jean-François est à Saint-Cyprien-Plage et nous dit depuis 1 an et demi, l'Espagne est passée aux autoroutes gratuites. Pourquoi ne pas nous inspirer de ce qui se passe là-bas ? Eh bien, 11h38, nous allons voir. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h42. Prenons Jean-François, l'un de nos auditeurs. 0826 300 300 Saint-Cyprien-Plage, dans les Pyrénées-Orientales. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle remarque vouliez-vous faire, Jean-François ? Eh bien, écoutez, on constate que depuis bientôt 2 ans, les autoroutes sont gratuites en Espagne. On a vu démonter les portiques. Donc, apparemment, même pas de télépéage de prévu. Je ne sais pas ce qu'il en est, puisque de toute façon, aucun média n'en parle. Donc, c'était l'occasion de vous en informer ou de vous le rappeler. Eh bien, vous avez entièrement raison, Jean-François. Alors, sous-entendu, si j'ai bien compris, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose en France, quoi ? Alors, c'était ma question. Comment font-ils ? Et comment font-ils, oui. Alors comment font-ils, messieurs ? Comment font-ils ? C'est le budget de l'État qui assure, qui compense, qui compense complètement. Donc il n'y a rien de gratuit. Hein. Vous savez, dans ce bas monde, soit c'est l'usager qui paye, soit c'est le contribuable. Donc là, en l'occurrence, c'est le contribuable. Ils ont choisi que ce soit le contribuable qui paye, et ce qui fait que finalement les Français qui vont en Espagne, effectivement, ils vont gratuitement sur le dos des contribuables espagnols. Je suis pas sûr que ça soit quand même une bonne formule. Oui, parce qu'il y a des contribuables espagnols qui ne prennent jamais l'autoroute. Voilà, et tous les étrangers qui traversent la France, parce qu'il y en a quand même pas mal qui traversent la France, ils ne paieraient plus rien, et c'est le contribuable français qui paierait à la place de ces personnes-là. Donc, Jean-François, qu'en pensez-vous, ça ? Il y a eu l'histoire des portiques là, qui ont été supprimés en France aussi, là, avec les bonnets rouges. Donc c'était une solution pour qu'au moins les camions étrangers puissent participer. Mais ça a été complètement abandonné. Ça, je crois qu'on ne va pas recommencer. Hein. C'est sûr que c'est une expérience malheureuse. Ah oui. Mais, ça a coûté combien l'État ? 1 milliard à peu près. Hein. 1 milliard. Non, mais vous imaginez, c'est 1 milliard d'euros, une absurdité. Ah oui, c'est clair. J'ai la liste, Jean-Jacques Bourdin. Suède, autoroute gratuite. Oui. Pays-Bas, autoroute gratuite. Lettonie, Lituanie, Finlande, autoroute gratuite. C'est-à-dire, c'est une question aussi de conception politique. Effectivement, in fine, c'est le contribuable qui va payer. Après, la question, c'est est-ce que l'État est capable d'organiser ? Moi, encore une fois, ça me choque pas qu'on demande aux entreprises privées de le faire. En plus, elles le font bien, apparemment. Eiffage et Vinci, pour ne pas les citer, même Albertis, quand on prend les autoroutes en France, on a plutôt l'impression qu'on est sur des autoroutes qui sont d'un bon niveau, qui ressemblent peut-être... Elles sont sûres. Elles sont relativement sûres, c'est vrai aussi, c'est très important. Les aires d'autoroute, quand on est une femme seule, qu'on voyage, c'est rassurant. La nuit, l'éclairage. Donc, il ne s'agit pas de critiquer les sociétés pour les critiquer. Encore une fois, ce qui me choque et ce qui nous choque beaucoup, je pense, et beaucoup d'auditeurs aussi, c'est le surcoût. C'est-à-dire, on a la sensation de payer un coût qui est démesuré, puisqu'en fait, ça va. Vous imaginez quand même que les actionnaires... On ne paie pas le juste prix. Jean-Jacques Bourdin, vous parliez tout à l'heure de 35 milliards d'euros sur les prochaines années. Vous imaginez, ça c'est pour les actionnaires. C'est simplement ce qui va être versé aux actionnaires. C'est même pas le chiffre d'affaires, c'est même pas la marge nette de ces sociétés. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont acheté ces sociétés d'autoroutes pour effectivement 20, 22, 25 milliards d'euros, déjà c'est amorti, et sur les prochaines années, ils vont prendre 40 000. C'est beaucoup trop par rapport au service. Encore une fois, on n'est pas, c'est pas une entreprise comme une autre, une autoroute, c'est pas vrai. C'est comme l'énergie, c'est comme l'eau. On pourrait raisonner avec ce raisonnement de dire les contrats, l'entreprise, mais c'est pas
un service comme un autre. Oui, mais les contrats ont été, et ils existent, ils ont été mal ficelés, tout le monde est d'accord, mais ils existent. Je pense sincèrement, et au-delà des considérations juridiques. Oui, non, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Sur le fond, on va oublier l'idée de l'autoroute gratuite, gérée par l'État, parce que comme disait le sénateur, c'est le contribuable qui paye. Bon, là, la philosophie, c'est de dire c'est l'utilisateur qui paye. Donc, c'est comme le train. Hein. Si vous prenez pas le train, a priori, vous le payez pas. Bon, donc l'idée est plutôt bonne. Bon. Ensuite, les sociétés d'autoroute, elles financent aussi d'autres choses. On l'a dit tout à l'heure, l'État, mais elles vont aussi, et vous le savez comme moi, elles vont financer des transports, elles vont participer aussi à elles paient des impôts. Elles payent des impôts. Il y a une taxe domaniale. Elles paient moins d'impôts qu'avant. Attendez, elles paient moins d'impôts qu'avant parce que l'impôt sur les sociétés a été baissé de 33 à 25%. Elles encaissent 7 milliards d'ici la fin des contrats et sans contrepartie. Sans contrepartie. Elle participe par exemple au financement de 32% du réseau routier. Bon, donc c'est pas non plus de l'argent qui s'échappe en l'air comme cela. Bon. Et puis ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, on peut faire la comparaison très simple. Quand on regarde les autres routes, les autoroutes, on a un tiers des accidents qui sont liés à un mauvais entretien. On le voit tous, même quand on circule dans Paris, il y a des nids de poules partout. Oui, ça, c'est catastrophique. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a un problème de gestion et d'entretien et d'investissement. Et ça s'est dégradé depuis une dizaine d'années. Bien, nous avons d'autres auditeurs qui vont intervenir dans un instant, 0826 300 300. Donc vous êtes unanimes tous les trois, vous dites étatiser, renationaliser, non. Hein, vous êtes tous les trois, même clair. Si vous avez changé d'avis. Je pense que certains services publics peuvent être nationaux. D'avis quand même, parce que je me souviens. Non, mais je ne suis pas choqué, moi, par le service public. Là où je suis d'accord avec mon confrère, c'est qu'en fait, il faut avoir l'idée que ces sociétés privées ont vocation à un service public. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait concéder toujours au privé ces autoroutes, mais en même temps associer l'État. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a des décisions favorables aux sociétés d'autoroutes, on pourrait leur mettre pression. Je citais l'impôt sur les sociétés. On baisse l'impôt sur les sociétés, il y a zéro contrepartie dans les contrats. Les contrats, on n'a pas dit qu'on remettait en cause l'équilibre économique et financier des contrats. On leur fait un cadeau. Voilà, c'est pas qu'à eux qu'on a entre guillemets. La réduction du taux d'imposition, c'est toutes les sociétés. J'étais pour, sauf que on paye toujours avec de la dette supplémentaire. Mais par exemple, quand on a une inflation qui baisse, en 2021, l'inflation a baissé. Il y avait une inflation négative. Normalement, c'est indexé sur l'inflation. Donc les prix auraient dû baisser. Et comme par hasard, ils n'ont pas baissé. Alors qu'il n'y a rien dans les contrats qui prévoit que si l'inflation est négative, on a... Alors, vous voyez... Déjà appliquer strictement ce genre de raisonnement vis-à-vis des sociétés d'autoroutes, je pense que ça mettrait déjà une pression. Xavier est à Perpignan. Tiens, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales ce matin. Bonjour Xavier. Bonjour à tout le monde. Je vous appelle parce que je voulais faire une précision par rapport à l'auditeur de Saint-Cyprien concernant les autoroutes en Espagne. Alors c'est vrai que depuis 2 ans, elles sont gratuites, mais ce qui se passe, c'est que le gouvernement espagnol s'est rendu compte quand même que c'était une manne qu'il perdait, et donc il pense maintenant installer une vignette à l'année, un peu comme en Allemagne. Ou comme en Suisse. Voilà, ou comme en Suisse. En Suisse, à l'entrée en Suisse, vous payez votre vignette. Voilà. Et donc là, c'est un peu pareil. Et puis aussi, c'est pas vrai qu'il y a que les Français qui utilisent les autoroutes espagnoles et que les Espagnols ne l'utilisent pas tant que ça. Surtout les camions. Parce que vous avez des norias de camions qui vont de l'Espagne et du Portugal vers la France et l'Allemagne. Et eux, maintenant, de nouveau, on les voit beaucoup sur les autoroutes espagnoles, alors qu'avant, on ne les voyait pas. Eh oui, comme c'est gratuit, évidemment. Bon, merci Xavier. Alors, le système de la vignette, est-ce que c'est un bon système ou pas ? Comme en Suisse, encore une fois, vous entrez en Suisse, vous êtes obligé d'acheter votre vignette, sinon vous ne roulez pas. Bon, ça peut être un choix qui peut être fait à un moment donné, mais c'est si on décidait de renationaliser entre guillemets les autoroutes. Moi, je suis contre. Je pense que l'État gère mal beaucoup de choses, donc qui se concentre déjà sur ces domaines prioritaires, ça serait déjà bien. Et donc laissons faire des sociétés qui ont la compétence. Simplement, il faut les encadrer. Il faut beaucoup mieux les encadrer que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc le fait d'en parler ce matin avec vous, Jean-Jacques, c'est déjà très bien. Il faut continuer.
continuer. Il faut continuer à en parler de ce sujet et pas le lâcher, parce qu'il faut que tout le monde sente qu'il y a une pression, à la fois le gouvernement comme les sociétés d'autoroutes, parce que ça profitera à tout le monde. Ça profitera aux automobilistes, ça profitera aussi à l'État et du coup à l'intérêt général. On a tout intérêt à aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas imposer aussi, je pense toujours à l'environnement aussi, est-ce qu'on ne peut pas imposer d'autres normes, par exemple environnementales, aux sociétés d'autoroutes, bien sûr, qui mais c'est pourraient faire encore plus d'efforts. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, les aires d'autoroute sont de mieux en mieux équipées pour les voitures électriques, mais c'est encore insuffisant. Bien sûr. Mais donc, on ne pourrait pas imposer, là... Il y a un gros programme d'investissement, et c'est pour ça que les sociétés d'autoroute avaient aussi souhaité que l'État proroge encore ses contrats pour leur permettre d'investir fortement. Mais bien entendu, d'accord. Vous savez, elles sont malines. Elles sont malines. Quand vous avez un bon contrat, vous cherchez à le garder et à le proroger le maximum. Oui, c'est-à-dire que ce que dit le sénateur, effectivement, faisait partie de l'étude dans le cadre du recours, c'est que des sociétés ont négocié une rallonge du temps de concession en échange d'investissements qu'ils ont promis de faire. Alors, est-ce qu'ils ont été faits? Je ne sais pas comment ça a été contrôlé, mais effectivement... Mais comment c'est contrôlé d'ailleurs? Il y a un contrôle? Oui, bien sûr, il y a au ministère des Transports, il y a une direction qui les suit, mais alors il y a des échanges entre les sociétés d'autoroutes et cette direction, donc il y a des gens qui vont de l'un à l'autre et autres, et c'est fait plus ou moins bien. Mais on s'aperçoit quand même que dans les travaux qu'ils doivent faire, d'abord, ils surévaluent les travaux au moment de la compensation, après c'est un peu moins, et puis ils décalent les travaux dans le temps. C'est grave ce que vous dites. En fait, ils gagnent sur tous les tableaux, un peu les sociétés d'autoroutes, mais c'est assez facile. C'est grave de dire ça. Ben oui, moi j'entends... Là, je me mets en tant que citoyen, j'entends un sénateur qui me dit que les sociétés d'autoroutes finalement trichent un peu avec le contrat, et c'est certainement la réalité, je trouve ça grave. D'autant plus quand même, j'y pense, mais quand elles réalisent leurs travaux, ces sociétés d'autoroutes, les centaines de milliers d'euros de travaux et d'investissements, qui sont les sociétés qui réalisent ces travaux? Souvent des filiales. Ce sont leurs filiales. Est-ce que ça serait pas souvent eux-mêmes d'ailleurs qui réalisent les travaux? Donc ça fait beaucoup d'avantages quand même. Vous avez l'ART, quand même, l'autorité de régulation des transports, qui fait un contrôle quand même beaucoup plus précis qu'il n'était fait avant. Et sur ces sujets-là, quand même, c'est pour ça que si je me permets de dire cela, c'est parce que l'ART a relevé un certain nombre d'anomalies. Donc il y a des irrégularités. Mais ils sont condamnés? Oui, normalement. Enfin, attendez, d'accord. Les pénalités visiblement, les pénalités ne sont pas toujours appliquées. Non, mais comme en France. Tous les jours. Mais c'est comme toujours en France. En France, on n'est pas rigoureux. On n'est pas rigoureux dans l'application des peines et des sanctions. Ça dépend pour qui? Ça dépend pour qui? Pour les plus gros. Ah, mais pour l'automobiliste qui roule 1 km/h au-dessus, il reçoit son PV systématiquement. Je fais juste une petite pardon. Où est-ce qu'on en est justement des petits excès de vitesse? Alors est-ce que la décision va être prise? Alors Jean-Jacques, c'est une question d'actualité, puisque le député Pierre Morel-a-L'Huissier, avec lequel je suis cette évolution possible, parce que nous y sommes évidemment favorables, mais on ne veut pas de cette mesure de non-retrait de points pour les infractions d'excès de vitesse en ville. Moi, je pense qu'il faut laisser en ville l'amende et la perte de points, parce qu'en ville, on respecte encore plus la vitesse. Il faut respecter. Et donc, le ministre a répondu aux députés il y a quelques jours en lui indiquant que c'était toujours en cours de réflexion et qu'un calendrier allait être proposé dans les prochaines semaines. Voilà, donc c'est-à-dire un calendrier de mise en place de cette réforme. Mais ça sera intervenir. Voilà. Je sais il y a quelques arbitrages. Pour en avoir discuté avec Gérald Darmanin par SMS interposé, je vous le dis sincèrement, parce que je n'arrête pas de lui poser la question, il est favorable. Hein. Oui, je sais bien. Il est favorable, mais il faut des arbitrages au sein du gouvernement, parce que je crois que tout le monde n'est pas favorable. Si j'ai bien compris. Bon, c'est ça. Hein. C'est ce que tout à fait. Oui, c'est clair. Mais il y a toujours des discussions interministérielles. Il reste la question de la ville. Voilà, est-ce qu'on retire ou pas les retraits de points en ville? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Ça serait bien, non? Ah oui, je trouve que... Une fois qu'on pense aux automobilistes... Non, ça serait bien, mais ce qui serait bien, effectivement, c'est différencier, parce que normalement, le but de la répression, c'est la sécurité. Voilà, on a la sensation parfois qu'il y a des radars qui sont là pour... Mais il y aurait peut-être unanimité d'ailleurs, non? Normalement, pas sûr, parce que les écologistes ne seront peut-être pas d'accord. Oui, je suis pas sûr. L'unanimité, effectivement, dès qu'on parle voiture, généralement, ils sont rarement d'accord. C'est un peu dogmatique sur la question. C'est pour ça que la gratuité, moi je reviens tout à l'heure sur la proposition sur la gratuité. Je pense pas qu'il faille trop favoriser l'utilisation de la voiture, et c'est pas du tout dans l'air du temps. Et je pense pas que ça soit souhaitable. Donc moi, je pense qu'il faut par contre faire en sorte au moins que les tarifs
hydrogène, augmente plus. Parce que les tarifs pourraient ne plus augmenter, quoi. Et là, l'augmentation de 4,75, elle est vraiment beaucoup trop importante. Elle n'est pas normale. Oui, elle est liée au contrat, on disait tout à l'heure, 70% du montant de l'inflation. Elle est normale, logique. Mais elle est contractuelle. Alors après, moi, évidemment, elle me pose problème aussi parce qu'elle est importante. Mais plus l'inflation est importante, plus le montant va être important. Donc là, c'est encore une fois la problématique de la clause du contrat qui est mal faite. Si avec les autoroutes, vous savez, les usagers, ils ont l'impression de vraiment... subir beaucoup d'injustices. Ce qui est surprenant, c'est que les gilets jaunes sont allés dans la rue pour moins que ça. Mais quand on y pense, peut-être pas fini. Mais beaucoup moins que ça. C'est peut-être pas fini. Vous avez vu là, les patrons de transport routier, les transporteurs routiers, là, qui va. C'est un collectif. C'est un collectif. Quand ils voient leur charge augmenter de partout, quand ils voient leur charge augmenter de partout, et que en plus on vient leur rajouter des augmentations qui finalement vont aller dans les caisses de Vinci et d'Eiffage, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un problème. Merci messieurs. Passionnant. Merci à vous. 11h56, vous êtes sur Sud Radio, évidemment. Tiens, je vais changer totalement de sujet entre midi et midi et demi et je vous incite à rester. Comment se répand la propagande islamiste? Comment les frères musulmans se sont-ils installés en Europe? Comment ont-ils prospéré dans nos démocraties? Quelles influences ont-ils sur les musulmans et ceux qui ne le sont pas? Quel rôle des femmes dans le frérisme, ce projet intellectuel politico-religieux qui vise l'instauration d'une société islamique mondiale où la charia serait imposée? Les réponses avec notre invitée Florence Bergeau-Blaclair, un livre qui est remarquable, je le dis, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, préface de Gilles Kepel aux éditions Odile Jacob. Je reçois l'auteur du livre dans quelques instants, 11h56.